Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2026. Je commence évidemment du coup par te souhaiter une très bonne année 2026. J'espère sera pleine de lecture évidemment, de joie, de réussite, de tout ce que tu peux rêver. Et on va clôturer 2025, commencer 2026 avec mon bilan de décembre. Hors manga toujours, je referai d'autres vidéos étagères à manga à l'occasion parce que j'ai continué d'en lire énormément en fin d'année. Donc là, je ne me préoccupe que de la partie roman et roman graphique. Et on commence tout de suite avec les lectures 3 étoiles. L'ivresse du kangourou de Kenneth Cook, qui était ma lecture du 12 Book Challenge 2025. Et même si c'était assez sympa, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus drôle. Donc on a un recueil de nouvelles par un auteur australien et c'est de l'humour complètement absurde. Il y a certaines nouvelles effectivement assez drôles, mais j'ai pas été emportée autant que je l'espérais. Ça aurait dû être complètement mon humour et je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que je n'ai pas réussi à vraiment entrer dedans malheureusement. Mais ça reste une très bonne découverte et c'est un auteur à lire parce que ça reste quand même assez original, c'est le moins qu'on puisse dire. Le livre oublié de Nick Bradley, réception en tant que jury pour le prix du meilleur roman pocket en littérature étrangère. Même s'il y a une grosse partie qui était très bien, il y a une autre partie qui était plus compliquée. En gros, on suit une traductrice américaine installée au Japon, Flo, qui vit un très mauvais moment dans sa vie. Sa copine japonaise va partir, elle ose pas vraiment la suivre, elle sait pas trop ce qu'elle veut faire, il y a rien qui va, et son salut va provenir d'un livre oublié dans le train qu'elle va prendre avec elle, d'un auteur inconnu, et elle va commencer à le traduire, au début pour elle, et peut-être que ça va être le livre qui va relancer toute sa vie. Et malheureusement, en fait, toutes les parties de Flo étaient très compliquées. Elle est dépressive, clairement, c'est pas dit, mais enfin voilà. Mais ça n'empêche pas qu'elle était, je sais pas, enfin c'était très compliqué de m'attacher à elle, j'ai pas du tout aimé ces parties tout simplement. Mais après on lit le roman qu'elle traduit, donc coupé en 4 saisons, et qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va aller vivre chez sa grand-mère à Onomichi, une petite ville dans la préfecture d'Hiroshima, donc vraiment petite ville rurale, très loin de la vie tokyoïde. Et j'ai par contre beaucoup aimé le récit dans le récit. Voilà, ce roman oublié qu'elle traduit et qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'elle le traduit. Ça, c'était vraiment une belle histoire de non-dit, d'amour transgénérationnel, de secret. Il y avait beaucoup d'émotions, j'ai vraiment beaucoup aimé. La partie réflexion sur la traduction aussi par le personnage de Flo était super intéressant. Mais voilà, toutes ces parties à elle, quand c'était vraiment elle, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à adhérer à ses souffrances, à ses tourments malheureusement, et je n'ai pas été en empathie avec elle, j'ai pas réussi à l'être. Noël à Silver Bells de Elisa Evans, romance de Noël, somme toute très sympa dans l'idée, pas de smut, c'est agréable, une écriture plutôt sympathique, pas forcément vulgaire, donc ça c'est aussi plutôt cool. Le point sympa c'est qu'il y a 25 chapitres, donc on peut tout à fait le lire normalement, mais on peut aussi le lire un chapitre par jour jusqu'à Noël. Donc ça c'était assez cool. Là où le bas blesse, c'est le personnage de Sylvie qui était très maladroite, et autant dans les premiers chapitres ça peut être un peu drôle et sympathique, autant son manque de confiance en elle, sa maladresse parfois un peu exagérée, pendant 25 chapitres c'était lourd et c'était long. On a envie qu'elle se secoue un peu et qu'elle évolue un petit peu dans l'histoire, et c'est pas le cas. Donc bon, ça arrive, mais voilà. Et surtout, il y avait la promesse d'un triangle amoureux qui pour moi ne tient pas ses promesses justement, parce qu'en fait on sait très rapidement vers qui son cœur va aller, et du coup il y a oui, il y a deux hommes, mais il n'y a pas les tourments d'un vrai triangle amoureux. Et ça, c'était vraiment dommage parce que c'était ce que j'espérais en lisant cette romance de Noël. Lecture 4 étoiles de Cinnamon Spice Inn de Harper Graham, romance d'automne, juste avant Noël, mais pourquoi pas. Assez sympathique, on est sur une romance second chance d'une jeune femme qui revient dans son petit village, aider son père et son auberge qui est en train de partir complètement à volo, mais c'est aussi l'occasion de retomber sur son ex et premier amour, qui a continué de se développer, donc qui est encore plus beau qu'avant, encore plus attirant qu'avant. Mais évidemment, elle souhaite retourner vivre à New York, là où elle a construit sa carrière, où elle a sa meilleure amie. Voilà, donc on a vraiment tout le trope second chance et small town qui se mélangent, et ça reste assez sympa. Pas forcément ultra révolutionnaire, mais si on cherche typiquement ce genre d'ambiance petite ville américaine pendant un festival d'automne, etc., c'est juste parfait. Comme un film de Noël, Elle McNichol, ça y est, on repasse à Noël, avec une jolie romance qui a surtout le mérite, et pour moi c'est ça le plus important, de mettre en avant une héroïne autiste, et c'est dit clairement, et c'est un rôle important dans l'histoire, qui va revenir elle aussi dans sa petite ville de Lake Christine, une ville carte postale, surtout à Noël, voilà, avec le marché, les guirlandes, les lumières, et qui va retomber aussi sur
un peu son ennemi de toujours, un garçon de son âge. Elle est persuadée qu'il la déteste. Évidemment, on va comprendre avec l'alternance des points de vue qu'il ne l'a jamais détestée, mais c'est plutôt son attirance envers elle qui fait qu'il a eu du mal à aller au-delà de son attitude un peu bourru, grognon. Surtout que lui doit s'occuper et veut récupérer le cinéma de son père, qui est un peu le cinéma emblématique de la ville, tandis qu'elle ne cherche qu'à fuir sa maison et sa famille qui est complètement toxique, avec une grande sœur égocentrique au possible et qui en plus prend toute la vedette, enfin vole toute la vedette puisque c'est son mariage, et des parents au mieux démissionnaires et au pire harcelants. Donc voilà, des thématiques assez fortes qui sont bien emmenées. On n'a peut-être pas complètement ce côté, hyper émouvant, c'est parfois un peu long, mais je suis tellement adepte du fait de mettre en avant des personnalités neuroatypiques que je ne peux que valoriser la démarche. Et ça reste une très bonne romance de Noël. La librairie des rêves suspendus d'Emily Blaine qu'on m'a offert en Secret Santa, dans sa nouvelle édition, c'est une romance assez sympa. Emily Blaine, ça reste une valeur sûre aussi de la romance. On va suivre une libraire dans un petit village de campagne qui ne s'en sort pas du tout, une librairie d'occasion, et qui va devoir héberger pendant 2 mois un acteur qui a de gros problèmes avec la justice, assez violent, assez impulsif, et qui va être assigné à résidence dans ce petit village d'où il vient, mais qu'il a tenté d'oublier et de quitter dès qu'il a pu. Donc voilà, on va dire 2 personnages que tout oppose et qui vont apprendre à se découvrir, à s'aimer malgré ces différences. Le début était peut-être un peu cliché, c'est vrai que les premiers chapitres, j'ai eu un peu de mal à mettre dedans, et puis finalement la sauce prend et on finit par être complètement embarqué par les personnages, leurs réactions, leurs dialogues, les péripéties, enfin voilà, c'est peut-être un petit tiers, un petit quart, un peu compliqué au début, et puis après le reste ça déroule tout seul. Épouvantail de Pélaez et Sénégas, un roman graphique très très beau, qui raconte l'histoire d'une petite fille avec son père et sa belle-mère, et qui ça se passe pas très bien, qui espère que sa mère revienne, même si on comprend très vite qu'elle ne reviendra pas, et elle va souvent voir un épouvantail placé dans le champ juste à côté, jusqu'à ce que celui-ci se mette à parler. Et donc va s'en suivre une sorte de drôle d'amitié un peu étrange, qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il y a d'autres drames qui vont survenir autour de cette zone, et c'est vraiment original parce qu'on est un peu dans le fantastique, limite horreur à certains moments sur certaines planches en tout cas, notamment sur l'épouvantail, et en même temps on a une enquête avec une vraie résolution, voilà, et une histoire familiale aussi évidemment en sous-tension, et cette très belle histoire d'amitié entre cette petite fille et cet épouvantail, voilà. Donc on a un savant mélange des genres, mais qui marche très très bien. L'ensemble de la bande dessinée est en noir et blanc, c'est très beau. Vraiment c'est une très très belle découverte. Sacrifié d'Henrik Fexus, un thriller suédois qui est pour le coup efficace. J'ai pas été complètement convaincue par la résolution de l'intrigue, que j'ai trouvé un poil tiré par les cheveux, mais sur le reste c'est assez bien fait. On va suivre plusieurs points de vue, donc voilà, ça manque pas de dynamisme, sur l'histoire d'un homme qui va recevoir un jour un étrange mail lui parlant de sa mère et de son passé. Et forcément ça l'intrigue puisqu'il ne se souvient de rien avant l'âge de ses 12 ans. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Une mère qui semble ne pas l'aimer, à peine le connaître. Et voilà, il va se retrouver pris dans une sorte de course-poursuite hyper violente qui va le mettre en danger, et pas que lui, pour découvrir ce qu'il s'est passé dans son passé. On va découvrir ça jusqu'à la fin. C'est un premier tome, alors l'intrigue se termine en tant que telle, mais il y a quelques éléments qui vont se poursuivre dans les tomes suivants, on le comprend assez rapidement. Donc voilà, pareil, c'est pas révolutionnaire, mais ça marche très bien. Je voulais un thriller qui me tienne en haleine et que j'ai pas envie de poser, le pari a été réussi. Donc pour moi c'est efficace et c'est ce qu'on demande. Lecture 5 étoiles, Dungeon Crawler Carl tome 4. Je vais aller très rapidement parce qu'on est toujours sur la suite. La Lit RPG, toujours aussi fan. Les aventures de Carl et Princesse Donut, toujours aussi fan. Un nouvel univers très différent du Nœud de Fer, mais tout aussi fou. Toujours autant de rebondissements, de péripéties. Là, on commence à aller titiller les divinités infernales. Donc voilà, ça promet des scènes plutôt épiques. Bref, moi je suis toujours aussi fan et j'ai hâte de voir ce que 2026 nous réserve du côté de chez Lorestone. Les Grandes Oubliées, la version roman graphique de Titiou Lecoq et Marie Dubois. Donc adaptation de l'essai de Titiou Lecoq par Marie Dubois. Et c'est vraiment un roman graphique que je conseille à tout le monde. C'est hyper intéressant. Et de lire l'essai du coup, que je n'ai pas lu mais qui donne envie d'être lu, qui raconte comment l'histoire a été écrite pour effacer complètement les femmes. Et le roman graphique donc commence à la préhistoire jusqu'à l'époque moderne, donc on va suivre vraiment une frise chronologique comme ça, avec plein de moments clés qui ont permis d'expliquer pourquoi est-ce qu'on ne parle plus des femmes, mais aussi du coup de remettre en avant des figures féminines qui ont marqué leur époque, des figures féminines dont on ne parle jamais en cours d'histoire. Et c'est vraiment hyper intéressant, révoltant évidemment, mais c'est tout le problème du féminisme de manière générale, dès qu'on s'y penche dessus, c'est révoltant. Un dessin hyper pédagogue et hyper drôle, qui permet vraiment de s'adresser à tout le monde, même à des personnes qui sont pas forcément
hyper au courant des problématiques féministes. C'est vraiment un essai accessible qui là est mis en image de manière ludique, pertinente. Enfin franchement c'est une réussite de A à Z, donc bravo pour cette adaptation. Yellow Feu Follet de Siècle Vaillant, une future parution jeunesse, adolescente, par Siècle Vaillant, l'autrice de Plein Ciel notamment. Et j'ai adoré ce roman qui va suivre les aventures un peu folles de Yellow Feu Follet, une jeune adolescente de 12 ans, qui a un grand frère dépressif qui ne quitte jamais la contrée des tristes esprits. Donc en fait on a ce mélange un peu de fantastique et de mots un peu oniriques, mais pour parler finalement de la réalité. Et la réalité c'est ça, c'est deux parents qui proposent une éducation positive et bienveillante et alternative, surtout un mode de vie alternatif, pour essayer de sauver leur fils Aubépin, qui est dépressif vraiment, qui souffre énormément, et on va découvrir aussi pourquoi à travers cette histoire, et donc de sa petite sœur qui va tenter de sauver son grand frère, tout en essayant aussi de comprendre ce qu'elle ressent. Et donc c'est plein de couleurs, c'est chantant, c'est la plume pleine de verve de Siècle Vaillant, pour une histoire qui va aborder des sujets hyper intéressants comme l'éco-anxiété, la dépression évidemment, poser un mode de vie alternatif plein de joie, de bonheur, et c'est vraiment totalement somptueux à lire, vraiment je suis toujours aussi fan du travail de Siècle Vaillant. Papillon de nuit de Jane Hennigan, on change complètement de registre avec une dystopie super originale et très intéressante. On est plusieurs années, des dizaines d'années après une épidémie, une vague d'épidémie en fait, qui ne touche que les hommes, les rendant soit complètement fous et violents, soit en les tuant. Donc évidemment c'est la débandade, la catastrophe, et on se retrouve des dizaines d'années plus tard. La plupart des nouvelles générations n'ont pas connu cet ancien monde et ne connaissent que le nouveau, où les hommes sont considérés comme faibles, fragiles, émotionnels, et ne vivent que dans des centres de procréation ou des sanatoriums ou des instituts. Voilà. Et en fait, c'est vraiment un miroir de notre monde en renversant les choses, pas pour défendre le patriarcat, bien au contraire, puisqu'on retrouve les mêmes principes justement discriminants du patriarcat, mais en les renversant et en se posant la question de s'il n'y avait plus d'hommes et qu'on en était là, qu'est-ce que ça donnerait? Du coup, ça pose la question de finalement l'égalité dans la société. Parce qu'on est dans un monde dirigé que par des femmes, pour des femmes, mais qui enferme complètement les hommes, à qui il ne faut pas, qu'il ne faut pas instruire, qu'il ne faut pas donner de liberté. Forcément ça résonne avec la société actuelle où ce sont les femmes qui vivent ça. Du coup le principe est hyper percutant, fonctionne très très bien, la plume est très entraînante, et surtout on va alterner le passé et le présent à travers le personnage de Mary, une vieille femme qui dans le présent travaille dans un institut, mais qui dans le passé a vécu la bascule de l'épidémie avec son mari, son fils, donc qui ont été touchés par cette épidémie. Donc voilà, on va découvrir dans le passé comment c'est arrivé, quelles ont été les conséquences tragiques, désastreuses et dramatiques de cette épidémie, et le présent où elle va être mise face à un sacré dilemme qui va l'emmener beaucoup plus loin que ce à quoi elle s'attendait, et elle va devoir faire un choix pour savoir si elle veut agir pour l'égalité ou pas. Donc voilà, franchement une super dystopie hyper intéressante qui se lit très très bien. J'ai adoré reprendre une lecture de ce genre avec ce récit-là. Mon coup de cœur du mois, c'était Yellowface de R.F. Kuang. Je suis fan de cette autrice depuis Babel, et avec ce roman, elle signe de nouveau un chef-d'œuvre qui, pour moi, doit être lu par toute personne qui s'intéresse un tout petit peu à la littérature au sens large. On va suivre l'histoire d'une jeune autrice blanche de 3e zone, pas du tout connue, mais qui est amie, plus ou moins, avec la nouvelle coqueluche de l'édition américaine et qui est d'origine asiatique. Sauf que, un soir, alors qu'elle fête une bonne nouvelle, Jane va être invitée chez Athéna. Elles vont fêter ça jusqu'à ce que Athéna meure étouffée devant ses yeux, et ça va être l'occasion pour elle de voler son dernier manuscrit que personne n'a lu. Du coup, l'occasion pour elle évidemment de mettre la main sur un potentiel chef-d'œuvre qu'elle va retravailler, elle ne va pas le publier tel quel, mais ça va poser la question évidemment du plagiat, mais c'est surtout la question que ce roman parle des Chinois qui ont été utilisés pendant une guerre, et va se poser après toute la question de la légitimité d'une personne blanche à parler d'une autre culture et d'une autre population, avec tout ce que ça engendre. R.F. Kuang parle toujours aussi bien du racisme, de l'appropriation culturelle, tout ça dans un monde de réseaux sociaux et surtout d'un monde de l'édition qui finalement ne cherche pas forcément le talent mais construit lui-même ses futurs succès. Et ça c'est hyper intéressant aussi de voir l'autre côté du miroir et comment fonctionne le marketing, l'édition, etc. Donc voilà, et c'est aussi évidemment un thriller psychologique sur qu'est-ce qui va se passer pour June, comment est-ce qu'elle va faire avec ce vol, jusqu'où elle va aller avec ce vol de manuscrits. Évidemment rien ne va se passer exactement comme prévu, même si le succès est au rendez-vous. Donc voilà, il y a tout un aspect psychologique, un peu thriller qui vraiment maintient en haleine jusqu'au bout. Il y a beaucoup de cynisme, beaucoup d'humour, moi j'adore. Et en même temps, voilà, R.F. Kuang continue de parler de sujets hyper actuels et hyper intéressants, aussi bien sur les dessous de l'édition
que la question de la représentation et l'appropriation culturelle. Donc voilà, c'est vraiment une merveille du début à la fin. Je suis juste fan de cette autrice et j'ai très hâte de lire Ketabessis, son dernier roman, que je n'ai toujours pas lu mais qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment. Sur ce, voilà, si tu as des titres qui t'ont plu, qui t'ont donné envie, que tu as lu ou pas, enfin bref, n'hésite pas à laisser un commentaire et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!